Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. L'invité du direct de Radio M a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Maître Nasreddine Elzar, avocat d'affaires. Maître Nasreddine Elzar, bonjour. Bonjour, M. Hassan. Merci d'être de retour avec nous dans Radio M. C'est moi qui vous remercie. Nous allons profiter de votre présence pour évoquer un sujet qui, en économie, est souvent cité mais jamais étudié, jamais réellement abordé par les médias. C'est celui des arbitrages internationaux et des coûts, notamment de ces arbitrages internationaux. On en parle beaucoup. On en parle notamment dans le cas de Sonatrach, qui souvent a recours à ce procédé pour régler les litiges, mais qui, une fois sur deux, vous nous direz si c'est plus, débouche sur des préjudices parce qu'il faut payer et il faut régler. Bon, des fois c'est Sonatrach qui gagne, mais on va apprendre que ce n'est pas que Sonatrach, qu'il y a toute une partie de l'économie des contractants en Algérie qui ont recours à ces arbitrages. Vous allez déjà nous expliquer, Maître Elzar, quel est l'enjeu économique dont on parle. En moyenne, sur une année, combien il y a de dossiers d'arbitrage international auxquels ont recours les entreprises algériennes? Écoutez, alors, je peux vous dire qu'en ce qui concerne la Cour internationale d'arbitrage, qui est pratiquement l'institution qui reçoit la quasi-totalité, je dis bien la quasi-totalité des arbitrages algériens, depuis 2014, peut-être de 2013, l'Algérie a été en tête des États de la zone MENA, Middle East, North Africa, Moyen-Orient, Afrique du Nord, à avoir des dossiers devant la CCI. On avait eu, me semble-t-il, en 2013 et en 2014, 32 affaires, ce qui est assez très important. Nous étions loin devant l'Égypte et loin devant les Émirats. Alors, quand on dit 32 affaires, la moyenne de l'enjeu financier d'une affaire, c'est environ combien? Dans les 50, je dirais le minimum, dans les 50 millions d'euros. Enfin, bien. de dollars, pardon, parce que la Cour d'arbitrage travaille surtout en dollars. 50 millions de dollars par affaire en moyenne. Alors, quand on a 32 affaires en 2013-2014, c'est un cumul, hein, sur 3-4 ans. Oui, c'est voilà, absolument. Sur 3-4 ans. Je pense que si on est arrivé en 2014 à 32 affaires, donc on devait avoir une moyenne de 7 affaires par année. Ce qui est assez important. Alors, si on suppose, alors là, l'ordre de grandeur, si on multiplie cette partie, on est au-delà de 300 millions de dollars par an d'enjeux. Tout à fait. Peut-être même plus, je dirais même plus. Voilà. Et si on peut améliorer le taux, on va dire, de réussite, le taux ou baisser le taux de préjudice à la partie algérienne contractante, on peut économiser on va prendre juste un tiers. On peut économiser 100 millions de dollars par an si ces dossiers-là sont mieux traités, s'ils n'arrivent pas d'ailleurs en arbitrage international. Il y a un enjeu important. On peut espérer baisser d'un tiers. Tout à fait, mais pourquoi vous parlez de préjudice, M. Hassan, il arrive que l'Algérie gagne aussi. Il n'est pas exclu que l'Algérie gagne. J'ai pas tout mis de côté. Absolument. Oui. Et je crois qu'une moyenne, il faut diviser par 2. Parce que quand on va à l'arbitrage, pour peu que celui-ci soit bien géré et suivi, il y a autant de chances de réussir que de risques de perte. Pourquoi on va à l'arbitrage international en général? Alors, ça devient une exigence maintenant des règles du commerce international. Et il y a un certain nombre d'années, l'Algérie avait une hostilité manifeste quant à l'arbitrage international, mais c'est une hostilité qui appartient maintenant à l'histoire. Ça devient une exigence. L'arbitrage, pas seulement international ou parfois interne, est devenu une des exigences du monde des affaires. Alors, parce que les entreprises privées ou publiques des différents pays, bien sûr, sont mal à l'aise, si vous voulez, de soumettre le litige à des juridictions étatiques du pays de leur adversaire. D'accord. Donc on ne va pas dans le pays de l'adversaire, on ne va pas dans le pays d'une des deux parties,
Non, Donc on prend une partie neutre. Excusez-moi, on ne va pas devant les juridictions du pays. Rien, il n'y a aucune importance à ce que l'arbitrage se déroule dans un pays ou dans un autre. Oui. Ce sont les juridictions. On ne va pas devant les juridictions étatiques. Oui. Les juridictions ou les institutions arbitrales sont des institutions prestataires de services qui engagent des arbitres de différents pays, qui sont complètement neutres, qui n'ont pas de conflit d'intérêts et qui tranchent le litige d'une façon objective. Alors quand on touche la CCI a en son sein donc la Cour internationale d'arbitrage. La Cour internationale d'arbitrage. Comment ça fonctionne? La Cour internationale d'arbitrage, les parties contractantes qui ont un litige à régler et qui ont recours à elle vont payer cette Cour pour qu'elle arbitre, et la Cour va rémunérer des arbitres. Des arbitres, absolument. Dans la répartition des coûts, voilà, il faut d'abord que les parties désignent la Cour internationale d'arbitrage dans leur contrat, ou bien même après leur contrat par ce qu'on appelle un compromis, et ils décident conjointement de soumettre le litige à la CCI. La CCI, c'est une structure, en fait, la CCI, c'est la Cour d'arbitrage qui est composée de spécialistes de l'arbitrage et d'un secrétariat. Le secrétariat enregistre l'affaire et la transmet à la Cour. La Cour essaie de voir un certain nombre, ce qu'on appelle une étude prima facie, une sorte d'étude assez rapide du contrat et de la clause de règlement du litige, pour voir si elle peut prendre en charge, si elle a été désignée pour la prise en charge de ce dossier. Et si tel est le cas, elle va constituer le tribunal arbitral conformément à la volonté des parties. On peut décider d'aller vers un arbitre unique, qui aura la confiance commune des deux parties. Arbitre unique, ça veut dire première et dernière décision. Non, arbitre unique, c'est un tribunal à un seul arbitre. De toute façon, il n'y a pas de recours dans l'arbitrage, que ce soit dans l'arbitre unique ou dans l'arbitre collégial. L'arbitre collégial, chaque partie désigne son arbitre selon les règles de la parité. Parce qu'on peut avoir un arbitrage à plusieurs arbitres. Il faut toujours que le nombre soit impair. Et les arbitres désignés par les parties, ou désignés par la Cour si une des parties est défaillante, vont désigner leur président du tribunal arbitral. Soit c'est les parties qui le désignent, soit c'est les arbitres, soit c'est la Cour. Alors, tout est quand même construit sur la qualité de l'arbitre et du jugement qu'il va rendre, de l'arbitrage qu'il va rendre. Absolument. Il y a un adage très connu dans le monde de l'arbitrage, c'est « tant vaut l'arbitre, tant vaut l'arbitrage ». Oui. C'est quand même une lourde responsabilité quand on voit les montants qui peuvent être en jeu. Tout à fait. Tout à fait, oui, effectivement. Et surtout, ce qui alourdit cette responsabilité, c'est que c'est un jugement, c'est une sentence en premier et dernier ressort. Alors, il y a vraiment des cas très limites où on arrive à une annulation de la sentence arbitrale, dans des cas limitativement énumérés par les textes. D'accord. Est-ce qu'on protège, comme pour les jurys, comme on voit dans les films américains, pour qu'ils ne soient pas influencés, etc., est-ce qu'on protège les arbitres Non, il n'y a aucun système de protection des arbitres. Donc ils peuvent être soumis à la pression des parties. Absolument. Aussi bien la pression comme les influences, mais les arbitres... Donc c'est pas un système parfait. Non, il n'y a pas de système parfait. Il y a nulle part, le risque zéro n'existe pas, et tout justement doit être fait pour avoir des arbitres qui sont solidement formés et puis très forts de personnalité et aussi intègre. Absolument, avec une grande intégrité. Et ça finit par se savoir dans la durée. Voilà, en tout cas. C'est un monde où tout finit par se savoir. Oui. Alors, quels sont les secteurs d'activité qui ont le plus recours à l'arbitrage, Maître Lezar? En Algérie, on a bien parlé de son attaque au début, on y reviendra en cours d'émission, mais quels sont les autres secteurs qui ont recours à l'arbitrage? Écoutez, les arbitrages qui sont développés actuellement, enfin, ces derniers temps en Algérie, sont les marchés publics. Aussi bien, pourquoi il y a eu, si vous voulez, on a le nombre des affaires de l'Algérie devant la Cour internationale d'arbitrage a pratiquement explosé. C'est à partir de 2008, parce qu'à partir de 2008 et en 2012, on a eu deux réformes. Le Code de procédure civile et le Code des marchés publics. Les deux ont concouru pour autoriser les personnes morales de droit public à régler le litige concernant les marchés publics par voie d'arbitrage. Et il faut aussi noter que l'embellie pétrolière a fait qu'il y a eu un grand nombre de contrats internationaux, toutes catégories confondues. D'accord. Alors, avant, ça se réglait comment? Ça se réglait souvent par les juridictions étatiques, les tribunaux étatiques choisis par les parties.
Et donc une entreprise publique, avant 93, vous m'avez dit, n'avait pas le droit de recourir à autre chose qu'à... Absolument. Qu'au tribunal étatique, on estimait, c'est une règle qui a été héritée de la période socialiste, mais qui a survécu longtemps après. On estimait que l'arbitrage, en fait, portait atteinte à la souveraineté de l'État. Et que c'était un instrument qui est dominé par les pays capitalistes. Oui. Alors, en même temps, on n'a pas l'impression que le management, la gouvernance d'entreprise en Algérie, peut-être même dans le secteur privé, pas seulement dans le secteur public, est au fait de toutes les possibilités d'arbitrage. Quand on rédige un contrat avec une partie tiers, notamment une partie étrangère, cette clause du règlement des conflits, c'est une clause importante qui n'est pas toujours bien appréhendée. Pas seulement cette clause. Ma petite expérience me dit que c'est un problème en fait de gouvernance juridique. Lorsque une entreprise publique ou privée conclut un contrat et se fait rarement assister par des juristes et encore plus rarement se faire assister par une expertise externe appropriée. Je vais vous raconter une anecdote qui va vous étonner, monsieur Hassan. Un jour, il y a une entreprise qui m'appelle, qui me dit, voilà, on voudrait que vous nous accompagniez dans une opération de partenariat. J'ai donné mon accord de principe et on avait commencé à parler pour fixer un rendez-vous. Et puis il disparaît. La même personne me contacte une année après pour venir me dire que nous avons un litige. Un litige qui est assez, je pense, assez grave. Et bizarrement, il me ramène les documents en anglais. Je commence à feuilleter et d'une façon machinale, je lui dis, vous avez un anglophone chez vous, au sein de l'entreprise? Il m'a dit non. Puis il dit, vous avez signé un contrat qui est en anglais. Et vous ne me dites pas que vous l'avez signé sans qu'il y ait une personne qui vous en explique le contenu. Il m'a dit non, nous n'avons pas de contrat. Et c'est un contrat. La langue de rédaction des contrats est déjà un enjeu. Mais absolument. C'est-à-dire, moi je ne peux pas comprendre qu'on puisse signer un contrat dans une langue qui est rédigée dans une langue qu'on ne maîtrise pas. Alors, ça c'est pour dire que et dans la gouvernance d'entreprise, on a tendance à ne pas faire attention déjà à ce niveau de absolument. À ce niveau de détail. Donc, on a bien compris. C'est pas un détail, monsieur Hassan. C'est plus qu'un détail. Oui, c'est plus qu'un détail. Oui, c'est toute l'approche de la démarche. Tout à fait. Oui. Alors, on a bien compris que donc tous les secteurs qui contractaient pouvaient être avoir besoin donc d'un arbitrage à un moment donné, parce qu'il peut avoir un litige. Un contrat mal rédigé peut être lui-même le générateur de litige. Absolument. Voilà, donc dans la qualité de rédaction du contrat, on peut éviter... C'est par là qu'on commence. Les litiges naissent dans les contrats qui ne sont pas suffisamment négociés et qui ne sont pas convenablement rédigés. Ensuite viendra le suivi aussi. Parfois, on a des suivis approximatifs des contrats, où un certain nombre de choses contraires au contrat sont validées par les parties, parce qu'on trouve que c'est une clause qui est pratiquement impossible à exécuter, mais on l'insère quand même, et durant l'exécution, on va la contourner. Il y a ce qu'on appelle les clauses, je ne sais pas, une formule qu'on appelle les clauses un peu passe-partout. En disant par exemple... Reproduction tacite. Absolument, reproduction tacite, exécutée dans les règles de l'art, les litiges, toute difficulté sera réglée par accord des parties, par accord négocié, mais en fait, quand on arrive à des situations, à des enjeux assez importants, la convention des parties ne survient pas. Oui, très souvent. Est-ce qu'il faut toujours recourir, quand on est dans le litige, à l'arbitrage, compte tenu du coût de l'arbitrage? Est-ce qu'il n'y a pas des litiges qui sont pas suffisamment importants en termes d'enjeux financiers et qui ne devraient pas aller devant des arbitrages? Alors là, vous posez d'abord un problème de méthodologie. Malheureusement, quand on insère une clause arbitrale, elle s'applique à tout le contrat. Aussi bien les petits que les grands litiges. Les grands litiges, ce qui est assez paradoxal. Deuxièmement, on a tendance à aller à l'arbitrage comme pour souscrire à un effet de mode, notamment les entreprises algériennes, pour des entreprises, pour des contrats de niveau moyen, dont les coûts, si vous voulez, de l'arbitrage ont pratiquement avoisiné le montant du contrat. Et alors on se retrouve désemparé devant une fois le litige survenu. Alors, ça nous amène à une partie du sujet que nous avons envie de traiter aujourd'hui. Comment réduire ces charges-là, donc de l'arbitrage, peut-être en les rapatriant entre guillemets en Algérie et en développant l'arbitrage en Algérie.
Absolument, ça, ce serait très intéressant, mais il y a d'autres techniques. D'abord, encourager l'arbitrage de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie rend l'arbitrage accessible aux entreprises algériennes. Ça, pour commencer. Le deuxième point, il y a d'autres techniques purement arbitrales. La CCI l'a développé, la Cour internationale d'arbitrage l'a développé, pourquoi pas le centre de la CACI. Il y a ce qu'on appelle les petits arbitrages. Alors, ce sont des arbitrages à enjeu moyen, où il y a deux techniques qui vont être utilisées pour réduire le coût. D'abord, on va recourir à l'arbitre unique, au lieu de recourir à un arbitrage collégial. Le deuxième, on va réduire le nombre d'audiences. On va dire pour ce litige qui est d'un niveau moyen, on ne va pas aller vers 4 à 5 audiences ou vers une année, mais c'est un problème qui devra être réglé par un seul arbitre au cours d'une seule audience. Et là, c'est une technique de réduction des coûts. J'en ai compris que la facturation se fait en nombre d'audiences, c'est ça? Oui, c'est selon le temps passé. Alors, il y a deux critères d'évaluation du coût de l'arbitrage. En fait, il y en a 3. Il y a la complexité de l'affaire, il y a le temps passé, et il y a aussi le niveau des arbitres. Il y a des arbitres qui facturent à des taux parfois très élevés en raison de leur expérience, de leur background, et aussi en raison si vous voulez, de l'importance du litige. Alors, on a commencé par évoquer au début cette possibilité donc de ramener en Algérie et de développer l'arbitrage en Algérie. Il y a cette expérience donc du centre de conciliation et de médiation et d'arbitrage de la CACI. C'était très prometteur pendant une certaine période. On a l'impression que ça allait un peu moins ou que ça ne se développe pas à la vitesse souhaitée. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Alors c'est paradoxal parce que ce centre aurait dû se développer, avoir, si vous voulez, une rapidité exponentielle. Parce que plus, tout comme pour un cabinet d'avocats, par exemple. Je vous cite ces exemples parce que je connais le mieux. Quand il commence, il est nouveau, il n'est pas connu, il a un nombre réduit d'affaires. Et au fur et à mesure, s'il fait preuve de sérieux, s'il fait preuve de professionnalisme, il commence à être connu et le rôle augmente. Le centre de la CACI avait bien commencé à un moment donné. Je ne peux pas évaluer son fonctionnement maintenant, je l'ai quitté depuis 2014, mais je trouve personnellement qu'il ne fait pas preuve de visibilité. Les centres d'arbitrage, d'abord, se développent parce que, d'abord, ils travaillent d'une façon sérieuse. Je ne porte pas une évaluation sur la façon dont travaille le centre. Mais par contre, eux aussi, ils se développent parce qu'ils organisent souvent des rencontres. Ils organisent des manifestations. Ils organisent des séminaires. Ils forment aussi bien des arbitres que des avocats qui vont être les premiers, si vous voulez, premières personnes qui vont en assurer la promotion. Malheureusement, le centre de la CACI est absent sur ce chapitre. Il a été plus présent avant? À un moment donné, oui. Donc, quand vous dites je l'ai quitté en 2014, vous étiez sollicité comme arbitre? Non, j'étais membre de l'organe régulateur. L'organe régulateur, c'est le comité d'arbitrage qui faisait à la CACI ce que fait la cour d'arbitrage. C'est-à-dire, c'est lui qui régule les affaires. Quand on reçoit les dossiers, nous étudions le dossier, nous décidons, nous voyons si c'est le centre effectivement si c'est le centre qui est désigné, nous allons désigner les arbitres et les accompagner dans le processus arbitral. C'était une expérience passionnante parce que créer quelque chose est très stimulant, d'une grande noblesse. On avait fait et on voyait vraiment, c'est-à-dire ça répondait vraiment à une véritable attente. Alors, la véritable attente, qui étaient les entreprises qui venaient vers vous? Qui étaient les contractants, les parties en conflit qui venaient vers vous? Écoutez, paradoxalement, lorsque on a créé ce centre, il y a eu un débat très houleux. Il y avait la problématique suivante. Devait-on s'impliquer dans l'arbitrage, plutôt viser les arbitrages internationaux? Et à ce moment-là, on n'avait pas la prétention de le faire parce qu'on ne pouvait pas concurrencer, entre guillemets, la Cour internationale d'arbitrage, ou devait-on s'orienter vers les arbitrages internes et notamment les PME, petites et moyennes entreprises. Il y a eu un débat, il y avait autant d'arguments pour que d'arguments contre. Finalement, l'idée qui avait prévalu, c'est qu'on crée ce centre, que l'on s'oriente ou que l'on vise tous les arbitrages qui se présentent, petits ou grands, et qu'on prenne ce qui se présente. Et ce qui est paradoxal, c'est que les premières affaires qui sont venues sont des affaires qui ont impliqué des entreprises étrangères.
Ce n'est que par la suite qu'on a eu des affaires mixtes, entreprises algériennes à entreprises étrangères, et ensuite, mais aussi alors que vous attendiez à ce que ce soit plutôt des entreprises qui n'ont pas les moyens de transférer des dinars pour s'acheter une intervention, un arbitrage international, ce soit elles qui soient intéressées par le service développé par ce centre de conciliation. Absolument, mais ce qui est intéressant, c'est que les intérêts bien compris des parties à l'arbitrage, c'est d'avoir un arbitrage de proximité. Là où se trouve l'enjeu du litige, parce qu'il y a toujours des désignations d'experts, il y a toujours un certain nombre de travail qui se fait sur place. Donc il y a une réduction des coûts extraordinaire si on choisit bien le lieu de l'arbitrage. Et c'est pour ça que ces entreprises étrangères ont préféré avoir affaire au centre de la CACI que d'avoir affaire à... Mais en même temps, on a du mal à voir des entreprises étrangères s'engager dans des contrats en Algérie et accepter de tout jouer sur une qualité de signature de l'arbitrage qui n'est pas encore éprouvée, j'ajouterais, qui peut être suspecte parce qu'en Algérie, on n'a pas d'indépendance de la justice et donc on peut penser que les instances de régulation du type centre de conciliation de la CACI ne soient pas plus indépendants que la justice. Non, pas du tout, monsieur Hessen. Je vous explique le principe. La sentence arbitrale n'est pas rendue par l'institution arbitrale. Elle est rendue par les arbitres. Or, les arbitres qui sont désignés aussi bien dans le centre CACI qu'à la Cour internationale d'arbitrage que dans les autres centres, le centre du Caire ou le centre de Beyrouth ou d'Abu Dhabi, sont désignés par les parties. Ça veut dire que le centre va en fait travailler, fournir la logistique et il va réguler l'arbitrage. Ce n'est pas lui qui va s'en... Ce qui fait qu'une partie étrangère, américaine, française ou belge, qui se trouve être en litige avec une partie algérienne, va avoir les mêmes arbitres, que ce soit avec la CACI, avec le centre CACI, ou avec la Cour internationale d'arbitrage. Les mêmes, c'est-à-dire des arbitres qui peuvent être pas algériens. D'abord, qui sont choisis par elle, c'est-à-dire chaque partie va choisir son arbitre. C'est-à-dire, c'est la partie, l'entité française qui va choisir un arbitre qui peut être français ou belge. Et la partie algérienne va choisir son arbitre. En général, c'est ça, c'est comme ça. Non pas parce que l'arbitre, c'est quelqu'un qui va vous défendre, mais parce que quand vous désignez un arbitre, vous désignez quelqu'un que vous connaissez, dont vous connaissez les capacités, dont vous connaissez le mérite et dont vous connaissez aussi l'intégrité. Là, nous sommes dans une configuration de tribunal arbitral. Tribunal arbitral. Avec un chiffre impair. Collégial. Toujours impair. Toujours impair, sauf s'il y a un arbitre unique. Et une fois, donc, les mêmes arbitres qui pourraient vous arbitrer devant le cadre de la Cour internationale d'arbitrage vont arbitrer ici en Algérie. Donc, ça, il n'y a aucune incidence, aucune inquiétude. Et comment ça peut faire baisser les coûts? Parce que, pour un certain nombre de raisons. D'abord, si le litige est en Algérie, il y a moins de frais de déplacement qui vont se faire, parce que les tribunaux peuvent siéger un peu n'importe où, mais il y a toujours des missions, notamment pour les constructions d'ouvrages, qui nécessitent des inspections, des expertises. Imaginez que dans un litige qui soit en Algérie, on désigne des experts qui vont venir de Paris ou donc de New York ou de Belgique. Donc il faut, parce que le coût de l'arbitrage, c'est les honoraires et aussi le coût ou les débours. Alors imaginez qu'il y ait deux expertises qui viennent de Paris, l'autre qui vient de Bruxelles ou de Londres. Alors quand on est dans une configuration comme ça, où il y a l'instance de régulation qui est liée au centre d'arbitrage, oui. dans notre cas le centre de conciliation, oui. Qu'il y a un réseau d'arbitres connus, etc., comment on peut traquer le conflit d'intérêts? Parce que on voit tout de suite arriver derrière le conflit d'intérêts. Quelqu'un qui, voilà, pour une raison pourrie, devrait pas travailler sur une affaire parce qu'il a des intérêts liés à une des deux parties. Effectivement, vous posez un problème pertinent, le conflit d'intérêts en matière d'arbitrage. Alors, le conflit d'intérêts, il y a en principe, lorsqu'un arbitre est pressenti pour être désigné, il y a ce qu'on appelle la déclaration d'indépendance et de disponibilité qu'il doit établir. Ça veut dire qu'il déclare qu'il n'a aucun intérêt positif ou négatif avec l'entreprise qui le désigne ou contre l'entreprise adverse. Deuxièmement, il y a la possibilité de récusation. C'est-à-dire, si vous, en tant que partie, si une partie est au litige, estime que tel arbitre désigné par la partie qu'il a désigné a des intérêts avec elle, exemple, il a été son avocat, ou il est proche d'une façon ou d'une autre d'un de ses membres, il a la faculté de récusation.
Donc on peut récuser, et c'est l'organe régulateur de l'arbitrage qui va dire si la récusation est légitime, et à ce moment-là, il demande le remplacement, il va décider du remplacement de l'arbitre, ou il estime que l'arbitre n'a aucune accointance, et donc qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Alors, on a bien compris que Sonatrach était un peu hors champ dans toute cette affaire. Est-ce que c'est normal que les affaires de Sonatrach ne échappent autant à l'arbitrage en Algérie, que ce soit quelque chose qui soit en dehors de... Écoutez, moi, à mon avis, il n'y a aucun nom. Les affaires de Sonatrach, il y a deux catégories. Il y a les contentieux pétroliers purs et simples, et il y a les autres contentieux de la Sonatrach qui sont celles d'une autre entreprise. Exemple, les autres, c'est réalisation, par exemple, industrie. Par exemple, acheter des camions, acheter un matériel informatique. Le vamping de la raffinerie de Barakis, c'est un gros contrat industriel qui aurait dû passer par l'arbitrage, qui a fini été réglé à l'amiable. Ça fait partie de la deuxième catégorie, c'est ça? C'est pas le cas. Oui, enfin, ça c'est un peu compliqué, mais enfin, les contrats pétroliers ou les arbitrages pétroliers sont liés à l'exploitation des champs pétroliers. Il y a bien sûr des contrats de nature mixte qui touchent un peu au pétrole et qui touchent aussi à l'acquisition d'équipements industriels ou autres. Alors, les arbitrages pétroliers, je n'en connais pas qui sont arrivés à la CCI, il me semble, qui sont traités par un arbitrage spécifique, tandis que les autres arbitrages passent devant la CCI comme n'importe quelle autre entreprise. C'est-à-dire à l'international, hein, pas de la CCI. Oui, à la CCI, mais l'arbitrage, la Sonatrach a été le premier, le plus gros client algérien. Consommateur d'arbitrage, et notamment CCI. Oui. Alors, je sais pas, quel est le temps qu'il faut pour basculer d'un scénario d'arbitrage à un scénario d'accord à l'amiable et inversement? Parce qu'on a eu, je pose ma question clairement, on a été tous un peu surpris en tant qu'observateurs de voir que le nouveau PDG, depuis 2 ans et demi, de Sonatrach a fait changer de statut à des conflits qui étaient en train d'être réglés par l'arbitrage international, notamment avec Technip et Total, et on est passé à un accord à l'amiable. Donc il est possible aussi de revenir de litiges devant l'arbitrage vers un accord à l'amiable. Absolument. Et ce sont parfois les arbitres eux-mêmes, c'est le tribunal arbitral qui, lorsqu'il rend une sentence qui émane de l'accord des parties, rend ce qu'on appelle une sentence d'accord partie. En fait, le tribunal arbitral prend acte d'un accord qui est survenu entre les parties, et c'est une sorte de solution négociée qui, par le fait de l'aval du tribunal arbitral, acquiert force exécutoire. Écoutez, pour l'amiable, moi je ne suis ni pour ni contre, mais est-ce que les intérêts, dans le cadre de l'accord amiable, a bien pris en charge les intérêts des parties? Est-ce qu'il n'a pas bradé les intérêts de l'un d'eux? Pour le savoir, il faudrait s'intéresser de près au contenu de ces arbitres. Il y a de grandes suspicions là-dessus. Il y a de grandes suspicions là-dessus, c'est Maître Lazare qui le dit. Enfin, nous, on a été surpris surtout par les délais de la réalisation de ces accords à l'amiable. Bon, il y a des points de vue dans Sonatrach qui pensent qu'il y a en effet peut-être un problème. Alors, on n'a pas réussi à réduire. Est-ce qu'on peut parler d'une facture de l'arbitrage qu'on peut réduire? Une facture devise de l'arbitrage qu'on peut réduire? Absolument. Pourquoi on n'a pas réussi à la réduire? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lobby qui pousse à ce qu'on reste beaucoup plus sur les arbitrages internationaux? En Algérie, je parle d'un lobby en Algérie. Écoutez, il y a plusieurs explications à cela. Je ne comprends pas qu'en dépit d'un certain nombre d'efforts qui ont été faits par des personnes qui ont communiqué sur l'arbitrage, et notamment sur son coût, qu'il y ait des entreprises qui continuent à insérer des clauses d'arbitrage dans des affaires que je dirais moyennes. On n'a pas compris non. Qu'est-ce qu'on doit inclure alors? Comment on règle le litige si c'est pas l'arbitrage? Il y a d'autres moyens? On peut revenir aux juridictions étatiques tout simplement. Ce n'est pas interdit. Très bien. Si la partie étrangère accepte. Non, écoutez, l'arbitrage, le règlement naturel des litiges, c'est les juridictions étatiques. L'arbitrage est un mode alternatif. Rien ne nous empêche rien n'oblige à aller à l'arbitrage, d'une part. Mais par contre, tout oblige à aller aux juridictions étatiques. Donc, les entreprises algériennes qui estiment que le niveau de leur contrat ou le volume ne nécessite pas de recours à l'arbitrage, ou que l'arbitrage risque d'être prohibitif, ils n'ont qu'à se maintenir aux juridictions étatiques.
Donc on est passé d'un extrait à l'autre, c'est-à-dire on ne recourait jamais à l'arbitrage avant 93, enfin pour une partie Oui, et maintenant on voilà. y va presque systématiquement. On ne sait pas qu'il est possible de maintenir oui, absolument, le recours aux possible, institutions étatiques. Et à mon avis, il faut rester dans la moyenne. On doit souscrire à l'arbitrage dans certains cas. Il faut accepter de recourir à l'arbitrage dans certains cas, et on doit rester dans les tribunaux étatiques dans d'autres. Et vous me dites, vous m'allez du coup de l'arbitrage. Je vous dirais, enfin, la facture qu'on paye, mais je vous parlerai aussi de la facture du non-arbitrage. Parce qu'il faut savoir, M. Hussein, que beaucoup d'entreprises algériennes qui ont été confrontées à un problème d'arbitrage ont été pratiquement obligées d'abandonner tous leurs intérêts, d'abandonner le litige, de faire une sorte de concession forcée par rapport face à l'entreprise étrangère, parce qu'ils ont considéré, ils ont compris que une fois le litige survenu, qu'ils n'avaient pas les moyens d'y aller. Et malheureusement, c'est un problème de négociation. On peut aller même à l'arbitrage en réduisant les coûts. Je vous parle d'un cas, d'un contrat où que nous avons eu à prendre en charge. On a refusé de recourir à l'arbitrage, l'entreprise algérienne, parce qu'elle a posé le principe, la règle. Nous avons posé la règle d'une façon claire. Nous avons dit aux partenaires étrangers que nous n'avons pas les moyens de supporter le coût de l'arbitrage. Cependant, si vous voulez y aller, allez-y. Et si on doit y aller, on insère la clause arbitrale, mais c'est à vous de prendre en charge les frais. Et l'entreprise étrangère a accepté de prendre en charge pratiquement 80% du coût de l'arbitrage, qu'elle soit demanderesse ou défenderesse. Donc c'est une faculté de négociation. Donc on a peur de l'arbitrage, mais il faut aussi avoir peur du non-arbitrage. Donc à mon avis, il faut ne plus souscrire à des effets de mode, à des clauses de style, mais étudier des cas où on doit aller à l'arbitrage et des cas où on ne doit pas aller à l'arbitrage. Et ça ne se fait pas suffisamment jusqu'à maintenant. Il y a toujours un problème de maturation des contrats par les entreprises algériennes. Maître Nazar, merci beaucoup. Merci de nous avoir tout expliqué sur les contrats et sur les arbitrages internationaux, un angle un peu mort dans notre actualité économique et du business en Algérie. C'est moi qui vous remercie. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.